Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité avec Éric Vérac. Bonjour cher Éric, comment allez-vous? Bonjour, mais je vais très bien, j'espère que vous aussi. Mais très bien, voilà, on est ravis de vous avoir avec nous cher Éric. Ouais, tout le plaisir est pour moi. Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International, bonjour. Vous êtes communicante, ravie également de vous retrouver. Rafik Smati, je plaisantais un petit peu parce qu'on a eu un petit échange avec Eric la dernière fois, donc c'est du private joke. Rafik Smati, chef d'entreprise, à peine private. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et Michel Pouzol, ancien député, membre de Génération.S, c'est le mouvement de Benoît Hamon, qui existe toujours? Oui, qui existe toujours, tout va bien. Le mouvement, hein, pas Benoît Hamon. Oui. Ah bah oui, bien entendu. Plus que jamais. On va l'actualité oblige, reparler de cette tribune des généraux, la grande muette qui l'ouvre, ça fait désordre. Donc le général en chef des armées, comme ça qu'on dit, a protesté, a dit qu'il y aurait le chef d'état-major. C'est ça que je cherchais. Moi, je suis pas, voilà, le chef d'état-major a annoncé des sanctions. Pourtant, une majorité des Français soutiennent cette tribune. Pendant ce temps-là, les violences urbaines continuent. Trappes, Castres, Lyon. Vous avez vu, il y a des rodéos urbains devant les fenêtres du maire de Lyon. Et puis déconfinement, la DER des DER, vous y croyez? On en reparlera. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous, peut-être Michel Pouzol. Oui, si vous voulez. Mais écoutez, moi, c'est un petit coup de cœur pour quelqu'un dont on attendait sans doute pas tant, et je pense qu'il a été raillé pendant longtemps, c'est Joe Biden qui vient de passer les 100 jours aux États-Unis et qui fait feu de tout bois. Je crois qu'on a rarement vu un président américain vouloir réformer autant en profondeur son pays, et il y a notamment le plan de relance de l'économie, mais le plan de relance des grands travaux. Là, il a lancé un chantier incroyable qu'on nous disait impossible, c'est-à-dire la taxation des entreprises où qu'elles soient sur le territoire de la planète, c'est-à-dire que fini un impôt minimum pour les entreprises, y compris celles qui sont dans les paradis fiscaux. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable, parce que c'est d'abord des entreprises américaines souvent qui en bénéficient. La volonté de taxer les 0,3% les plus riches des États-Unis pour rendre les universités américaines gratuites. Enfin, on a quelqu'un qui est, je dirais, par rapport au discours politique qu'on peut avoir aujourd'hui, très libéral en France, mais aussi en Europe, on a un quasi révolutionnaire, faut le dire. Joe Biden, on ne s'attendait pas du tout à quelqu'un qui a 45 ans de route dans les instances américaines, dans la politique, ce qu'elle peut avoir de plus... de plus figé. Et bien voilà, Joe Biden est en train de faire un truc aux États-Unis qu'on ne soupçonnait pas et qui est incroyable. Et je pense qu'il y aura des répercussions, y compris pour nous, parce que c'est changer aussi une certaine vision de l'économie, de la redistribution et du libéralisme à l'américaine. Quand nous on essaie de taxer les GAFA et que lui s'attaque réellement aux paradis fiscaux, alors que nous on a un peu de mal à le faire, et bien je trouve ça porteur d'espoir. Alors je vais vous dire, j'ai reçu un mail d'un Américain qui dit je suis consterné par Joe Biden. Il n'a gagné les élections qu'avec une marge infime et annonce qu'il voulait réunifier le pays. C'est tout le contraire qu'il est en train de faire. Augmentation de l'impôt sur le long terme, augmentation de l'impôt sur les entreprises. Enfin, il est très à gauche, donc ça vous convient. Oui, sauf que visiblement, immigration, des annonces irresponsables, me dit cet ami, des annonces irresponsables ont conduit à un afflux massif des immigrants d'Amérique latine à la frontière américaine. Sur le Covid, la vaccination est disponible. Bon, pour tout le monde, je trouve ça plutôt bien. Mais New York, Chicago, augmentation importante des crimes. Je ne sais pas, vous avez un point de vue, Rafik Smati? Oui, vous n'êtes pas forcément... Ce que fait Joe Biden en ce moment, c'est quelque part le triomphe du modèle français. Oui. Augmenter les impôts, augmenter les déficits, augmenter la dette, assurer plus de redistribution. Moi, ça me fait sourire de voir que certaines personnes appellent à ce que la France et l'Europe suivent le modèle de Biden, puisque la redistribution est quand même extrêmement forte en France. Entre les 10% des Français qui gagnent le plus et les 10% des Français qui gagnent le moins, il y a quand même un écart de 1 à 25 avant la redistribution, c'est-à-dire avant les impôts, et un écart de 1 à 5 après. Donc il y a beaucoup de redistribution en France. Et quelque part, Joe Biden est en train de se hisser au standard français, au mauvais standard français, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Voilà. Juste une remarque sur ce que vous venez de dire. L'OCDE, qui est, on ne peut pas traiter de grand gauchiste, a fait une étude très intéressante qui montrait que la France, avant redistribution, avant intervention de l'État, était le pays le plus inégalitaire de toute l'OCDE. C'est aussi le pays où les entreprises du CAC 40 s'apprêtent à reverser des dividendes supérieurs à leurs bénéfices cette année. Donc la crise n'est pas pour tout le monde.
effectivement, ce modèle-là, ce modèle-là, il faut le supprimer. Pardon, mais là, vous venez d'asséner une contre-vérité gigantesque parce que verser des dividendes supérieurs aux bénéfices, il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est. Ils vont le faire sur leurs réserves. Alors, regardez, renseignez-vous, ils vont le faire sur leurs réserves, ce qui est un scandale absolu. Vous allez voir, les grands groupes l'ont annoncé hier et avant-hier, elles vont dividendes sur leurs réserves. Regardez, c'est juste impossible. Vous êtes mal informés. Vous êtes très mal informés. Alors peut-être Patricia Balme. Je voudrais juste faire un petit rappel, c'est que la France est l'un des pays les plus taxés où l'on paye le plus d'impôts. Je rappelle quand même que déjà les entreprises payent parfois plus de 33% d'impôts et que nous sommes un pays avec un impôt punitif. Alors, le président Macron a supprimé l'ISF, l'a remplacé par l'IFI. Je ne sais pas si c'était une bonne initiative, mais je pense que nous ne pouvons pas inspirer des modèles à partir du moment où on est un pays surtaxé avec des impôts punitifs. Oui. Éric Verhaeghe. Je me permets d'ajouter quand même, puisqu'il y a de la désinformation sur les dividendes. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec qui? Avec Rafik Smati? Je suis presque d'accord avec Rafik. Il est un fait qu'il y a des entreprises qui puisent dans leurs réserves pour distribuer des dividendes. Mais en réalité, en 2020, les dividendes ont baissé de 20% par rapport à 2019, de 40% en France par rapport à 2019. Alors, chaque fois qu'on verse des dividendes en hausse, on entend des cris d'orfraie. Personne n'est intervenu pour dire l'effort qu'ont fait les actionnaires en France en acceptant une perte de dividendes de 40% l'an dernier. Aucun salarié n'accepterait de voir ses revenus baisser de 40%. Non. Et j'en profite pour signaler quand même que 10% environ des travailleurs indépendants ne se versent pas de salaire en France, alors notamment parce que les taxes sont trop élevées. Et on aimerait bien que les salariés qui sont sûrs d'avoir une fiche de paye à la fin du mois, prennent conscience que souvent, ils ont des patrons qui, eux, ne se payent pas à la fin du mois. Et ça, on ne le dit jamais. C'est vrai. Et ils ne se payent pas notamment parce que la taxation du petit patron, elle est confiscatoire, elle est à 75%. Aucun salarié n'accepterait de faire des semaines de plus de 100 heures pour ne pas être payé à la fin du mois. Oui. Voilà, je vous invite à vérifier. Total va verser 7,6 milliards d'euros de dividendes cette année, malgré une perte nette sur l'année de 7,2 milliards. Voilà, ce sont des chiffres officiels. En résultat fiscal, pas en résultat net. Bon. Rafik, coup de cœur? Écoutez, un parallèle, un coup de cœur qui à la fois est un coup de gueule en réalité. S'agissant de la campagne de vaccination aujourd'hui dans notre pays, où on sait qu'aujourd'hui encore, un certain nombre de personnes qui sont éligibles à la vaccination ont du mal à trouver des rendez-vous. Et ce que je trouve absolument affligeant, et là ça va être mon coup de cœur, c'est que vous avez aujourd'hui une initiative privée qui s'appelle Vite ma dose, qui est une initiative bénévole, associative, qui est menée notamment par des ingénieurs dont un s'appelle Guillaume Rosier. Qui a 25 ans, il est très jeune. Qui a 25 ans, qui a mis en place une plateforme qui permet à chacun d'entre vous de trouver une dose de manière immédiate et un créneau. Et à l'instant précis où je vous parle, j'ai regardé juste avant que cette émission ne commence, à l'instant précis où je vous parle, il y a 300 000 doses et rendez-vous disponibles, dont certains à Paris par exemple, dans moins d'une heure. Et à côté de ça, vous avez un gouvernement qui fait de la rétention, qui limite, qui met des interdits. Et quelque part, cet exemple-là, c'est l'apothéose de ce qu'est capable de produire le privé dans ce qu'il a de plus innovant et de plus inventif versus l'inertie du monstre technocratique qui veut tout centraliser, qui veut tout brider et qui au final fait que tout le monde est perdant. Et en attendant, des doses se retrouvent à la poubelle, des personnes qui peuvent se faire vacciner ne se font pas vacciner et nous avons des dirigeants politiques qui fanfaronnent. Oui, c'est effectivement, on le salue régulièrement ici, ce jeune homme qui a lancé Covid Tracker, donc qui est la base de référence pour traquer, pour évaluer le nombre de cas de Covid, et puis ce Vite ma dose qui a été lancé donc par des ingénieurs. C'est-à-dire que là où les pouvoirs publics n'ont même pas réussi. Un commentaire peut-être, Éric Verhaeghe? Oui, alors, qui va rejoindre mon coup de cœur de tout à l'heure. Si vous voulez bien, allez-y. Je vais rebondir parce que moi je voulais en effet saluer la circulaire de Jean Castex, chose n'est pas commune, appelant les administrations à développer et à accélérer la mise à disposition des données publiques auprès de l'ensemble de la population, y compris des entreprises privées. Obligation qui est faite par le droit communautaire au passage, parce qu'on voit bien, si vous voulez, que les applications que vous citez, elles se nourrissent de données publiques.
Et aujourd'hui, l'administration n'a pas été inventée pour ou n'est pas capable de maximiser l'utilisation qu'on peut faire de toutes ces données, notamment dans les services rendus au public à travers Internet. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui va faire le relais de la prospérité, le relais de la croissance ou de la relance ou de la résilience, comme on dit, c'est certainement pas l'État qui va subventionner des créations d'emplois, c'est la liberté qu'il va laisser aux acteurs privés de trouver de nouvelles idées, d'apporter des innovations, des utilisations nouvelles des données publiques ou des données collectives. Et je voudrais vraiment souligner que je pense que plutôt que de mettre des milliards pour faire vivre artificiellement des entreprises qui sont condamnées à mourir, le bon sens, c'est de laisser les entrepreneurs agir, notamment tous ces jeunes qu'on punit depuis 1 an en les confinant. Laissez-les bosser, laissez-les créer leur entreprise, donnez-leur du grain à moudre pour qu'ils puissent agir. Bon, on marque. Vous allez pouvoir réagir, Patricia. On doit marquer une pause. Il est presque 11h et on se retrouve tout de suite après. On parlera évidemment également de cette tribune des généraux et des réactions politiques. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Nous commentons l'actualité, évidemment, cette tribune des généraux qui, après la polémique, est bien fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'état-major militaire, des sanctions contre ces généraux. Pourtant, 56% des Français sont d'accord. 58% des Français sont d'accord avec cette tribune. On en parlera. On parlera également des violences urbaines qui continuent un petit peu partout en France. Et ce matin, Marion Maréchal Le Pen qui disait peut-être que c'est aussi pour éviter un embrasement comme il y a eu en 95 qu'on essaye de faire diversion et déconfinement. Est-ce que ce sera bien le dernier? On continue notre tour de table. Patricia, vous vouliez réagir à ce que disait Éric Verhaeghe. Alors je vais vous représenter. Éric Verhaeghe, entrepreneur fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Rafik Smati, chef d'entreprise et président du mouvement Objectif France. Et Michel Pouzol, ancien député et membre de Génération. Patricia Balme, oui, sur ce partage des données publiques avec les citoyens. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'Éric a dit, c'est qu'en fait, les chefs d'entreprise, je parle des PME et des TPE, ont beaucoup de désavantages, ne sont pas couverts par le chômage. Demain, vous mettez la clé sous la porte d'une entreprise, eh bien, vous n'êtes pas aidé par l'État ni par qui que ce soit. Donc, je pense aussi qu'il faut toujours rendre hommage aux chefs d'entreprise des PME et des TPE parce qu'ils n'ont pas les avantages qu'ont les salariés. Ne parlons même pas des impôts punitifs pour les chefs d'entreprise qui engagent aussi leurs biens personnels. Quand on crée une entreprise, on vous demande des garanties. Donc je pense qu'il faut toujours rendre hommage à ces chefs d'entreprise courageux. Et toutes ces personnes qui ont créé, qui ont eu des initiatives personnelles à titre privé, il faut souvent leur rendre hommage et on les oublie parfois. Très bien. Donc vous, votre coup de cœur, c'est pour Valérie Pécresse. Mon coup de cœur, c'est pas tout à fait pour Valérie Pécresse, mais là, c'est la communicante politique qui parle. Elle a publié aujourd'hui l'affiche de sa campagne que tous les Franciliens vont recevoir. Et vous savez, les affiches de campagne, c'est jamais ce qui fait gagner une élection, mais en fait, c'est aussi un message. Et ça peut être un message positif, un message négatif. On a vu dans le passé de très mauvaises affiches de campagne électorale. Eh bien, écoutez, je ne sais pas qui lui a fait son affiche, mais son affiche de campagne est parfaite. Bon, le slogan « 5 ans de combat pour chaque francilien », c'est pas mal, mais surtout l'affiche est extrêmement lumineuse, elle porte un message clair et en fait, si vous voulez, l'image qu'elle envoie est à l'inverse de ce que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire une période sombre. Et c'est une image de clarté et de lumière. Donc, je pense qu'on peut saluer sur la forme cette affiche de campagne qui est absolument formidable. Qui est loin de celle des Verts, peut-être. Mais qui est verte, parce que le fond est vert. Ah, d'accord, je l'ai pas vu, donc on ira voir on ira voir. Donc, il reste, tout le monde a fait
ses coups de cœur et ses coups de gueule. Donc très bien, parlons du sujet qui fait l'actualité aujourd'hui avec donc cette tribune des généraux. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Je rappelle que André Berkoff avait une nez creux puisqu'il avait reçu lui-même l'un des auteurs de cette tribune vendredi avant même toute la polémique. Et le général François Lecointre, donc chef d'état-major des armées, est sorti hier du silence pour réclamer des sanctions. C'est dans une interview au Parisien. Il a été choqué d'y lire un appel à l'armée d'active et souhaite que les signataires qui sont encore sous les drapeaux soient radiés. Pourtant, les Français ont réagi. Sondage Harris Interactive réalisé pour LCI. 64% des personnes interrogées ont entendu parler de cette tribune et 58% soutiennent les militaires qui ont signé cette tribune. Rafik Smati, qu'en pensez-vous? L'armée, c'est la grande muette. Donc, ce qui est condamné, c'est l'engagement de ces militaires. C'est le fait qu'ils sortent du silence. Je suis assez embarrassé par cette affaire. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de détourner le débat. En fait, on est tous en train de commenter la tribune des militaires, alors que, quelque part, pour moi, cette tribune, c'est le symptôme de quelque chose. Alors, on peut être contre le symptôme, et on peut considérer que ces militaires n'auraient pas dû, ce qui est mon cas, signer avec leur titre de généraux. Ils auraient dû s'engager en tant que citoyens, et ça aurait été très bien. Mais cela ne doit pas nous faire oublier le fond qui est sous-jacent dans cette tribune, qui est l'idée que la société française est aujourd'hui en train de se fracturer, que nous vivons un danger qui est historique, peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale, que les tensions qui traversent la société française peuvent nous mener à tout moment au pire. Et je crois que le sujet sous-jacent, c'est celui-ci. Et c'est une erreur que d'être dans le commentaire en gros pour ou contre les militaires, pour ou contre les généraux, est-ce qu'ils ont dû signer la tribune ou pas, est-ce que la tribune est bien écrite ou pas, alors qu'il y a quand même un sujet de fond qui n'est aujourd'hui, et il faut le dire, pas adressé du tout par le politique, qui est l'angle mort majeur du macronisme aujourd'hui. Toutes les politiques, notamment de sécurité, d'identité et culturelle. Il paraîtrait même, à l'époque, qu'il n'y avait pas de culture française. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça est assez embêtant. Moi, je crois que les militaires doivent pouvoir avoir la parole, doivent pouvoir faire de la politique. Mais dans ce cas-là, qu'ils s'engagent en politique. Moi, j'en connais un, vous le savez. Je connais un militaire qui s'appelle Bertrand Soublet, ancien numéro 3 de la gendarmerie, qui a décidé de s'engager en politique. Il s'est confronté au suffrage universel. Il est avec moi à Objectif France, il est vice-président. Il joue le jeu à 100% du suffrage universel, et c'est très bien. Donc que les militaires aient envie de s'engager, mais qu'ils le fassent. Et il faut qu'ils puissent le faire. Mais dans le cadre des règles du jeu, qui sont les règles du jeu du système législatif actuel. Patricia, vous disiez? À partir du moment où ces militaires, ces généraux sont à la retraite, ils ont le droit de s'exprimer comme n'importe quel citoyen. Mais ce qui est intéressant dans le sondage que vous avez évoqué, Valérie, c'est que sur le fond, à part les 58% qui approuvent cette tribune, sur des sujets bien précis, les Français sont d'accord avec eux. Bon, 84% des Français sont d'accord sur l'augmentation de la violence, 73% sur le délitement du pays. Et en fait, si vous voulez, ces militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exprimé un avis, mais qui est aussi l'avis d'une grande partie et d'une majorité des Français. Donc, ce que je pense en revanche, c'est que le gouvernement, les ministres n'étaient pas obligés de réagir sur cette tribune. C'est une tribune d'opinion qui vaut ce qu'elle vaut et qui a la valeur qu'elle a. Pourquoi en faire une affaire d'État pratiquement et de réagir? Et je pense qu'en réagissant, les uns et les autres ont rendu service aux militaires et à la publicité de cette tribune. Ce n'était pas la peine. Et en ce moment, je pense que les ministres ont autre chose à faire que de se préoccuper de la tribune publiée par des généraux qui expriment une opinion personnelle dans le privé, mais qui reflète l'opinion publique. Oui. Michel, moi, plusieurs choses. Je suis déjà intervenu sur cette antenne sur ce sujet-là, mais plusieurs choses. Il faut reconnaître que depuis le début de ce quinquennat, Emmanuel Macron, qui est le chef suprême des armées, il faut le rappeler, c'est quand même une de ses fonctions et c'est pas la moindre, a un problème avec la grande muette. Il a un problème. Il y a eu l'affaire du général de Villiers. On a bien compris qu'il y avait une rupture entre le pouvoir macroniste et l'armée française. Ça, on le constate, je dirais, de manière larvée depuis le début. Deuxième chose,
que des militaires, des généraux à la retraite prennent acte ou fassent une tribune. Ils ne sont pas tous à la retraite. Non, mais pourquoi pas. Par contre, quand des généraux, des officiers, des hommes de rang signent une tribune uniquement avec des militaires, soit à la retraite, soit en effectif, laissant à penser que cette opinion-là est celle de l'armée française, ça, c'est un véritable problème démocratique. Parce que l'armée française n'appartient pas, je l'ai expliqué à un des généraux signataires, l'armée française n'appartient pas à ces généraux, fussent-ils des héros nationaux, fussent-ils notre bras armé et avec force et courage sur les territoires, l'armée française appartient à la nation et à son peuple. Donc, s'arroger ce droit-là est une faute politique grave. Troisième chose sur les symboles. Alors, déjà, je vous invite à lire la tribune. Les mots qui sont utilisés, on peut discuter des choses qui se passent dans ce pays et des problèmes qu'on a dans certains endroits, etc. Et on va en parler. Mais les mots utilisés dans cette tribune sont d'une violence incroyable. Moi, j'étais choqué par la violence des mots utilisés. Des hordes sauvages, des hordes barbares qui descendraient des banlieues, venir... Enfin bon, faut arrêter. Ils ont mis des mots. Vous avez vu des hordes barbares sur les Champs-Élysées. Là, en ce moment, vous voyez des hordes barbares tous les jours. Enfin, arrêtons un petit peu, c'est pas la même... Il y a tous les soirs... Il y a tous les soirs... Excusez-moi, le pays n'est pas feuille à sang. Tous les soirs... Tous les soirs, il y a un quartier où il y a des émeutes. Il y a un quartier dans un pays de 65 millions d'habitants. Excusez-moi, non, c'est pas... Plusieurs quartiers, on n'est pas dans les émeutes qu'il y a eu en banlieue il y a quelques années, heureusement. Donc, déjà, les mots sont d'une rare violence, donc je le dis. Et quand, valeur actuelle, parce que ça, c'est quand même un point important, décide de publier cette tribune, qui est une première dans la Ve République, c'est une première, il faut le dire, aussi, des militaires, parce que ça n'a jamais eu lieu dans notre pays. Quand elle décide de le faire, le jour du 60e anniversaire du putsch d'Alger, des généraux d'Alger, excusez-moi, ce n'est certainement pas un hasard, et valeur actuelle mesure exactement ce qu'ils font. Tout ça, plus l'appel à la sédition qui est quasiment dans ce texte-là, fait qu'effectivement c'est un texte que je trouve moi personnellement dangereux et qu'il fallait réagir. Je trouve que l'état-major des armées a rempli son rôle en rappelant les règles de manière, alors peut-être un peu tardivement, s'il l'avait fait plus tôt, peut-être qu'on n'en discuterait plus aujourd'hui. Il a fait ce qu'il avait à faire. Point final, mais il fallait rappeler 2-3 choses sur cette tribune. Et moi, je le dis, que les militaires s'engagent en politique. Vous avez raison. Qu'ils aillent se confronter au suffrage universel. Parce que ça paraît simple, le suffrage universel. Ça paraît simple d'aller gagner une élection. Et ben, croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut faire preuve de conviction et pas simplement d'anathème. Donc, qu'ils y aillent aussi. Et puis, excusez-moi, ces 20 généraux de 70 balais qui, pour la plupart, n'ont jamais mis les pieds dans un quartier de banlieue, ça me fait un peu... Non, ça, vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Non, il y en a qui ont été... celui qui était dans la Légion, enfin il y a quand même des gens qui étaient... La Légion, ça se passe pas trop dans les quartiers, mais bon. Non, mais vous pouvez regretter une initiative, mais vous ne pouvez pas les attaquer ad nominem comme vous êtes en train de le faire. Allez, on va y revenir et Éric Vérac, vous aurez la parole dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et nous parlons donc de cette tribune des généraux et plutôt de la réaction du général Lecointre, chef d'état-major des armées, qui réclame des sanctions, qui dit que ces militaires, ceux qui ont signé et qui n'étaient pas à la retraite, seront mis d'office à la retraite. Donc débat et plaidoyer enflammé de Michel Pouzol contre cette tribune. Je rappelle que 58% des Français la soutiennent. Michel Pouzol, quand vous dites ils disent n'importe quoi. Je ne sais pas qu'ils disaient n'importe quoi. C'est la manière de le dire. Alors Éric Vérac, après c'est la manière de le dire. Éric Vérac. Oui, déjà, je voudrais faire deux commentaires. Un à la marge sur la réaction du général Lecointre, mais qui est aussi celle de Florence Parly, qui consiste à dire on vous sanctionne, point. Parce que vous avez pris la parole et on ne s'occupe pas de ce que vous avez dit. Absolument. Je pense que c'est une erreur politique majeure de réagir par la surdité et par le je tape du poing sur la table, sans prendre le temps de répondre à une question de fond qui est en effet le relais de ce que beaucoup de Français ressentent très profondément. Mais le deuxième commentaire que je voudrais faire, qui est un commentaire sulfureux, c'est qu'il ne faut pas faire semblant de ne pas avoir compris ce que voulait dire cette tribune. Cette tribune, c'est l'armée qui se présente comme le dernier rempart de l'identité française, d'une certaine idée de la France, face à l'échec, au naufrage de nos élites. Et comme beaucoup de Français, les militaires pensent que nos élites sont incompétentes et nous mènent dans le mur.
Et l'armée se présente aujourd'hui comme une solution de rechange pour faire un Great Reset. Vous savez que c'est mon dada en ce moment. C'est votre Great livre Reset que je n'ai pas cité d'ailleurs. C'est pas un sujet. L'armée tout le monde en France, pour le dire clairement, se demande mais comment on va faire pour retrouver des élites compétentes? Comment on va arrêter d'avoir des charlots ou la 7e compagnie à la tête du pays? Et comment on va avoir des gens capables de piloter la réforme de l'État, de relever le pays, de lutter contre la bureaucratie, de redonner des couleurs à ce pays? Et tout le monde se dit, le principal obstacle à la réforme, à la remise à plat de la France, ce sont ces élites qui vivent sur son dos et qui l'amènent au naufrage. Et on voit bien que la Tribune nous explique qu'aujourd'hui, l'armée est une solution de rechange pour effectuer une transition. Et là-dessus, ce qui, moi, me paraît très significatif, c'est qu'en effet, pour beaucoup de Français, c'est une solution comme en 1958, où on a utilisé le général de Gaulle pour balayer la 4e République, comme en 1940, où on a utilisé le maréchal Pétain pour balayer la 3e République, comme d'une certaine façon, dans les années 1870, on a utilisé l'armée pour balayer le Second Empire, comme avant lui, le Second Empire avait été un coup militaire pour balayer la Seconde République. L'histoire de France est balayée de changements de régime qui sont opérés par une solution militaire. Et ce qui me semble extrêmement important et qui est le vrai sujet, c'est pas est-ce qu'on va les sanctionner ou pas. Je pense que c'est une erreur politique de les sanctionner, en tout cas de la façon dont c'est fait. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui sont en train de se dire « faisons ça ». On n'a plus de solution. Si l'alternative, c'est un duel Macron-Le Pen l'an prochain, utilisons une autre solution. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, le coup est parti et je pense qu'il va faire traîner de poudre dans l'opinion dans les semaines qui vont venir. Vous croyez? Je pense que beaucoup de Français se disent que maintenant le bordel c'est fini. Et que beaucoup de Français qui s'entendent dire, beaucoup de Français qui se serrent la ceinture pour financer des hôpitaux, des maternités, qui servent à soigner, à faire naître des enfants issus d'étrangers qui viennent dire la France est un pays de merde et un pays colonialiste, je pense que beaucoup de Français sont exaspérés par ça. Oui. Ils sont français. Je vous garantis que moi, je vois plein de gens qui arrivent de l'étranger pour accoucher et qui, un mois après leur accouchement dans nos maternités, disent « France, pays de merde ». Et je pense que les Français n'en peuvent plus d'entendre ça. Alors là où on peut recentrer le débat, c'est sur effectivement le fond. C'est-à-dire qu'on s'attaque à la forme. Les militaires ont parlé, ils n'avaient pas le droit de parler. Et on parle pas du fond. Oui, ça. Alors, Rafik, et puis après, Patricia. Ouais. Je suis convaincu d'une chose, c'est que le constat, le postulat qui est dans cette lettre, dans cette tribune, est un postulat qui, hélas, est réel aujourd'hui dans notre pays, avec cette fracture qui traverse la société française et ce sentiment de dislocation générale. Il y a chaque année un classement, un sondage qui est édité par le Cevipof, qui donne quel est le niveau de confiance des Français vis-à-vis des différentes institutions. Eh bien, figurez-vous que les armées arrivent dans le top 2 des institutions auxquelles les Français ont le plus confiance. Et parmi les institutions dans lesquelles les Français ont le moins confiance, vous avez les partis politiques. Les Français ont d'ailleurs, c'est assez grotesque de le dire, plus confiance aux banques ou aux syndicats qu'aux partis politiques, qui sont vraiment dans le bas du classement. Et aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est celui-ci, c'est que nous avons le sentiment que les valeurs qui sont portées par l'armée, c'est-à-dire la droiture, l'honnêteté intellectuelle, le don de soi, le fait de regarder à long terme, qui doivent être des valeurs qui sont au centre de l'engagement politique, eh bien nous avons le sentiment que ces valeurs ont disparu. Et donc, très logiquement, un certain nombre de nos compatriotes se disent, puisque toutes ces valeurs-là, fondamentales, cardinales, ont disparu du paysage politique français, eh bien on va aller les chercher là où elles sont, c'est-à-dire auprès du milieu militaire. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Et il y a, je crois là, un vrai sujet démocratique et le pire que l'on puisse faire. Et c'est la raison pour laquelle je suis assez remonté contre les personnes comme vous qui mettent de l'huile sur le feu depuis maintenant 2 ou 3 jours sur cette histoire-là. Parce que vous mettez pas l'huile sur le feu, là. C'est que vous êtes en train... Vous êtes en train... Mais non, vous auriez tout à fait pu ignorer cette... Il y a une valeur que vous avez oubliée pour l'armée. Laissez-moi juste terminer. Laissez-moi juste terminer. Vous aurez tout le... Mais évidemment, et nous avons une armée républicaine, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais aujourd'hui...
Absolument, qui est le président de la République. Ouais. Et nous avons le droit, nous, le président nous, citoyens, de dire que le président de la République n'est pas à la hauteur de sa mission. Je suis bien d'accord avec vous. Et nous avons le droit de considérer qu'il y a dans l'esprit militaire des valeurs cardinales qui ne sont plus représentées dans la classe politique. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut un coup d'État militaire? La réponse est non, et 1000 fois non. La France est une république, une et indivisible. L'armée est au service des citoyens et du peuple. En revanche... Et ce n'est pas ce qui est dit dans la tribune, on ne parle pas de coup d'État militaire. Absolument. Je réponds à ce qu'était en train de dire monsieur. Maintenant, là où il faut se calmer, c'est que vous êtes en train, vous, notamment une partie de la gauche, de mettre de l'huile sur le feu en considérant les militaires comme des boucs émissaires qui sont sur le point de faire un coup d'État, alors que vous auriez très bien pu ne pas parler de cette tribune, et je peux vous dire, il n'y aurait pas eu de sujet aujourd'hui. Vous êtes en train de monter en épingle, en mayonnaise, un sujet où vous êtes en train de théâtraliser un coup d'État qui est en préparation, tout ça peut-être pour vous donner une légitimité sur le plan politique, alors qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans notre société, et c'est ce problème que le politique doit aujourd'hui affronter, et que manifestement vous avez du mal à évoquer. Je vous parle pas c'est pas la question, c'est la question que ces gens-là ont usurpé la parole de l'armée pour parler au nom de l'armée, et c'était pas le cas, je vous dis pas ça. Ils n'ont pas parlé au nom de l'armée. L'armée n'est pas sortie de ses casernes pour dire super, on suit ses généraux. Donc je ne parle pas de l'armée. Mais alors de quoi vous admirez? Je parle de militaires à la retraite qui font croire qu'ils parlent au nom de l'armée. Et c'est ce qu'a dit l'état-major des armées. L'état-major des armées dit ils n'ont pas à s'exprimer. Exactement. Mais sauf qu'ils n'ont jamais dit qu'ils parlaient au nom de l'armée. Non, mais il n'y a pas de citoyen autre. Et ce n'est pas le cas dans la tribune. Patricia. Moi, je voudrais juste lire une phrase pour Michel Pouzol. Parce que ce qui compte, c'est le fond et c'est ce qui est dit dans cette tribune. Je vais vous lire une phrase. Les périls montent, la violence s'accroît de jour en jour. Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Je ne vois pas là-dedans ce qu'il y a de séditieux. Il n'y a pas d'appel à un coup d'État. Je veux dire simplement, cette tribune est une alerte pour exprimer ce que pensent finalement les Français et le sondage le prouve. Donc je veux dire par là que cette tribune a suscité une polémique alors que sur le fond, quand vous lisez la tribune attentivement et que vous allez sur le fond, eh bien il n'y a pas de quoi faut lire, faire une polémique pareille. Faut lire la phrase J'en ai suivante. vu de larges extraits sur sa antenne il y a 2 jours. Pardon, Éric Verhaeghe. Non, c'est-à-dire que je trouve que cette tribune est rédigée de façon intelligente, puisqu'en effet, elle maintient l'ambiguïté. C'est-à-dire que ceux qui veulent dire qu'elle n'appelle pas au coup d'État peuvent y trouver des choses qui disent mais ce n'est pas un appel au coup d'État, et ceux qui veulent la lire autrement, ils trouveront l'avant-dernière phrase, qui est en effet une phrase d'une ambiguïté à peine voilée. Merci. Lisez-la, cette phrase, vous l'avez sous les yeux? Moi, je l'ai sous les yeux, la tribune, Éric. L'avant-dernière phrase de mémoire qui dit si vous n'intervenez pas... Et rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que cette phrase a une ambiguïté savamment travaillée. Moi, je vais vous l'expliquer, cette phrase. Elle est simple. Dans l'État, la police intervient, la gendarmerie intervient. Mais après la gendarmerie et la police, qui intervient? C'est l'armée en cas de guerre civile et en cas de problème. Et nous sommes dans un problème actuellement. Et je vous rappelle que tous les soirs, dans les banlieues, et pas la banlieue parisienne, mais dans toutes les banlieues, dans des villes, on détruit, on caillasse. Je vous rappelle accessoirement quand même qu'on vient de tuer une femme policier. Donc il se passe quand même des choses dans le pays qu'on ne peut pas ignorer. Et les généraux mettent en lumière ce qu'on souligne. Mais Patricia, ce qu'on souligne, c'est l'ambiguïté possible de cette phrase qui, à mon avis, est tout sauf un accident et qui permet à chacun d'y comprendre ou d'y lire ce qu'il veut. Et je pense que la force de cette tribune vient de son ambiguïté. C'est-à-dire que les militaires ont bien pris soin de ne pas être en faute et je pense que les sanctions disciplinaires qui seront prises se heurteront sur un plaidoyer sur... Voilà. Mais en réalité, tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. Brigitte dit ils veulent dire que si ça pète, ce sera aux militaires d'intervenir. La phrase résume. Dans le fonctionnement de l'État. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant.
Avec vous sur Sud Radio, cette tribune des généraux qui fait évidemment beaucoup réagir. Et donc le général, le chef d'état-major des armées qui réclame des sanctions, qui réclame que tous ces militaires, ceux qui ne le sont pas déjà, soient mis à la retraite d'office. Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce que le fait de parler de putsch et de factieux, c'est exagéré? On en parle et on a un auditeur avec nous sur Sud Radio, Anthony, qui est en ligne. Bonjour Anthony. Anthony? Oui, bonjour. 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 Alors, Oui, qu'est-ce que vous l'avez lu, cette tribune, déjà? Oui, je l'ai lu et je comprends pas du tout l'acharnement sur ces militaires, parce que reflète totalement la réalité, du pays. Donc, je comprends pas cet acharnement bien sûr, c'est l'acharnement venant de l'islamo-gauchiste, de tous ces bobos là, qui ferment les yeux sur les violences et ce fanatisme islamique, quoi, je veux dire. Donc, je comprends pas. Donc vous comprenez pas la polémique et vous avez le sentiment, comme 58% des Français, encore une fois, sondage Harris Interactive qui dit que les Français comprennent et sont d'accord avec cette tribune. Merci de nous avoir appelé, Anthony. Un tweet de Marcolo qui nous dit: quand on lit la tribune avec soin, il n'y a pas, enfin je ne vois pas d'appel à quoi que ce soit. Il n'est pas écrit non plus au nom d'eux. Il y a une lettre, elle a recueilli des signatures et des assentiments. C'est vrai que c'est ce qu'évoquait Rafik Smati. Est-ce que ça aurait fait autant de bruit si la ministre n'avait pas réagi, s'il n'y avait pas eu tout ce battage? Si elle avait réagi plus tôt, surtout. Voilà, il fallait réagir. Non, mais ils ont fait une formidable publicité à cette tribune. Oui, c'est ça, oui, Patricia Balm. En surréagissant, ils ont fait une formidable publicité à cette tribune, parce que beaucoup de gens ne l'avaient pas lu, n'étaient pas forcément au courant et ne lisent pas forcément Valeurs Actuelles. Et là, ça a été... Ils ont donné, en fait, à cette tribune un écho qui peut-être n'aurait pas été aussi fort s'il n'avait pas réagi ou surréagi. Oui, je voudrais... Pardon, Eric. Ce qui s'est passé, c'est que Valeurs Actuelles a publié ça un mercredi, et un vendredi, Marine Le Pen, dans Valeurs Actuelles, a écrit un article sur cette tribune. Et qu'en réalité, le gouvernement fait un calcul politicien qui me paraît être extrêmement dangereux. C'est que la première réponse de Florence Parly a été de dire: c'est Marine Le Pen instrumentalise l'armée et c'est irresponsable. Et donc le gouvernement a moins réagi à la tribune qu'au positionnement du Rassemblement national, parce qu'on voit bien ce que le gouvernement tente de faire, c'est de rediaboliser le Rassemblement national, et le gouvernement considère que cette tribune tombe à pic pour permettre une rediabolisation de Marine Le Pen, qui est vécue comme un danger pour 2022. La question, c'est que peut-être que les Français trouvent cette tribune moins diabolique que le gouvernement ne l'imagine. Et c'est là que je pense que le jeu du gouvernement est très dangereux. Oui. Mais vous faites bien de le rappeler, la première personne qui a réagi à cette tribune, c'est effectivement Marine Le Pen. Voilà. Donc la première personne qui lui a donné un écho, c'est Marine Le Pen. Les deux, j'ai appris, moi, il y a longtemps en politique, que 2 points faisaient une ligne, à vous d'en tirer les conclusions nécessaires. Voilà. Il y a une réalité qui est là autour de cet événement. Donc c'est pas simplement un événement qu'on aurait pu passer. Voilà. Non, il y a aussi une stratégie derrière qui est utilisée, notamment par Marine Le Pen, pour sa conquête du pouvoir. Elle s'en cache pas. Au moins les choses sont claires. Mais là, on est sur le débat politique. Les militaires qui se sont désolidarisés, qui ont réagi. Stéphane vous dit: de quoi avez-vous peur, Michel Pouzol? J'aimerais bien savoir si vous avez plus peur des militaires que de la menace des banlieues. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut faire quelque chose sur les banlieues. Je ne suis pas sûr que quand les militaires prennent le pouvoir, on soit dans le même rapport de force. Il n'est pas question pour les militaires de prendre le pouvoir. Alors, s'il faut être clair, je veux qu'on intervienne dans les banlieues et qu'on travaille sur le problème des banlieues et qu'on règle les problèmes qui y sont. Par contre, je ne serai jamais... je ne serai jamais pour un régime militaire où que ce soit. Le jour où un régime pouvoir dans le monde... Mais il n'en est pas question. C'est la question de votre auditeur. Oui, effectivement, j'ai plus peur d'un régime militaire global. Mais il n'est pas question d'un régime militaire, il est question que les... de votre auditeur. Oui, mais il est question... Oui, mais de la tribune, il n'est pas question de coup d'État militaire ni de prise de pouvoir par les militaires. Il est question que les militaires viennent en appui pour régler un certain nombre de problèmes. Enfin, j'espère que c'est pas cette question-là. Patricia Balm.
Et en tout cas, c'est pas aux militaires de choisir leur mission, ça c'est sûr. Enfin, attendez, vous êtes en train de parler d'une tribune qui susciterait un putsch militaire. Vous imaginez que vos propos sont quand même un peu excessifs. On ne parle pas de coup d'État militaire. Simplement, ils expliquent qu'en cas de problème grave dans le pays, les militaires interviennent. Mais comme c'est toujours le cas, si la police, si la gendarmerie ont failli, les militaires arrivent en appui. Ils n'ont en aucun cas évoqué un coup d'État militaire. Vous venez de parler de régime militaire, mais on n'en est pas là. Et fort heureusement, il y a des institutions, il y a un chef de l'État, il y a un Premier ministre, il y a des ministres et il y a un ministre de l'Intérieur. Donc on ne parle pas de régime militaire là, c'est juste une tribune pour dénoncer ce que des Français ressentent et ce que nous ressentons tous finalement, parce que jamais le pays n'a vécu, je dirais, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, il y a une dame qu'on jette par le balcon, il y a une policière tuée, enfin il y a quand même un problème dans ce pays. Mais on ne peut pas parler de coup d'État militaire. Là, il faut un peu modérer vos propos quand même. Un autre tweet. J'écoute l'émission en cours. Je suis effrayé de la réaction favorable à la tribune des militaires et de la réserve opérationnelle de certains interlocuteurs. En Argentine, on a commencé en laissant faire les militaires. Voilà, d'autres réactions. Rafik. Oui, je crois que vous avez bien compris ma position, qui consiste à dire que cette tribune, c'est le symptôme. Mais qu'en réalité, il faut traiter la maladie qui est le vrai problème et les fractures qui traversent la société française. Mais je voudrais dire un mot sur le général Lecointre, qui fait l'objet depuis maintenant quelques heures de critiques très vives, notamment sur les réseaux sociaux, du fait des annonces qu'il a faites. J'ai beaucoup de respect pour le général Lecointre et je voudrais dire qu'il ne pouvait pas faire autrement. Non. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est quelqu'un qui, dans la position qui est la sienne, répond à des ordres qui sont des ordres politiques et qui sont par définition indiscutables. Et donc le général Lecointre a pris une décision. Certains peuvent la regretter, d'autres non. Mais en tous les cas, je demande à ceux qui nous écoutent et qui ont eu des propos très durs à l'endroit du général Lecointre de modérer un petit peu leur appréciation. C'est un homme extrêmement respectable, extrêmement droit, qui ne fait que répondre à des ordres. Et de ce point de vue, c'est très bien. Oui. Nous avons au moins un point commun. Si je peux Éric dire Verhaeghe. un mot sur la réaction du général Lecointre. Quand on lit les propos qu'il a tenus, en réalité, là aussi je serais Emmanuel Macron, je me poserais des questions. Le général Lecointre a critiqué des prises de position politiciennes. A dit il n'appartient pas aux généraux de prendre des positions politiciennes. Et sur le fond, Lecointre ne condamne pas le contenu des propos. Exact. C'est ça. Et d'une certaine façon, Lecointre a trouvé, je suis d'accord avec Rafik pour dire que quand on est chef d'état-major des armées, on ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Bon. Mais je trouve qu'il le dit avec une forme de prudence et de réserve qui pose quand même question sur l'attitude de l'ensemble de l'armée. Et je voudrais répondre à l'auditeur, au tweetos qui est de tout à l'heure, en disant, rappelons-nous, cher monsieur, quand même, que la Ve République a été fondée par un militaire sur un coup d'État militaire qui a été maquillé, dissimulé, mais lorsque le général de Gaulle arrive le 13 mai 58 au pouvoir et décide en tant que Premier ministre de réformer la Constitution, c'est un coup d'État militaire. Donc n'imaginons pas que la Ve République est née d'un grand moment démocratique. Elle est née comme ce qui pourrait arriver demain, c'est-à-dire un nouveau 13 mai 58, avec un Premier ministre militaire qui déciderait de modifier la Constitution et de créer un autre régime. La Ve République est née comme ça. Oui. Patricia ? Bon, moi, je pense que cette polémique autour d'une tribune d'opinion et qui était un simple constat et qui est un constat que tous les Français font quotidiennement. Voilà, encore une fois, on en a fait une publicité qui n'était pas nécessaire. Maintenant, concernant le général Lecointre, effectivement, il est dans son rôle. Il doit obéir à ce que lui a demandé certainement la ministre des Armées, le président de la République, qui, je le rappelle, est le chef des armées. Il a fait son travail, mais il n'a rien condamné. Donc, j'ai envie
envie de dire qu'il a fait son travail à minima et qu'il est totalement respectable sur cette prise de position. Oui, enfin, il dit « Je suis choqué d'y lire un appel à l'armée active ». Ensuite, et Jean Castex, alors lui, a dit qu'il condamnait avec la plus grande fermeté. Donc les mots ayant un sens. Il a fait de la politique, le Premier ministre Valéry. Le Premier ministre, il condamne un attentat avec la plus grande fermeté également. Hein. Il condamne les violences avec la plus grande fermeté également. Oui, ça c'est la formule facile de l'indignation de ceux qui n'ont au fond pas beaucoup de conviction. C'est je condamne avec la plus grande fermeté. D'ailleurs, amusez-vous à voir, notamment sur Twitter, vous mettez entre guillemets je condamne avec la plus grande fermeté, vous allez voir tous les tweets, notamment du ministre de l'Intérieur, qui sont je condamne avec la plus grande fermeté. Preuve que malheureusement aujourd'hui la politique s'est muée davantage en commentaires qu'en action. Et ce qui est peut-être d'ailleurs une partie du problème qui est mentionné par nos compatriotes aujourd'hui qui soutiennent des initiatives probablement plus cash. Mais parlons-en justement. Je condamne avec la plus grande fermeté. La République ne laissera pas faire. On entend ces mots à chaque fois. Et pourtant, n'ayant pas la force d'agir, il dissertent. Voilà. Michel Pouzol. Pas depuis 6 mois. Je vous rappelle que quand un ancien président de la République, je ne dis pas que ceux qui lui ont succédé ont fait beaucoup mieux sur ce sujet-là, mais parlait de passer les banlieues au Karcher, on a vu exactement ce qui se passait dans la foulée. Diminution drastique des effectifs de police, suppression de la police de proximité. On n'a rien passé au Karcher. C'est le sujet suivant, mais on a affaibli la police nationale. Et forcément, ça a aussi un certain nombre de conséquences à long terme. Allez, on va marquer une toute petite pause. Restez avec nous sur Sud Radio. On va parler quand même aussi du fond de cette tribune. 58% des Français qui sont d'accord avec ce qui est dit sur le fait qu'il y ait une augmentation des violences, de l'insécurité. On en parle avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour débattre, commenter les sujets qui font l'actualité. Vous êtes nombreux à réagir sur la tribune des militaires. Alors, on est sur le fond, vous dites que c'est très exagéré, Michel Pouzol. Pourtant, c'est vrai que depuis plusieurs jours, et c'est pas seulement depuis plusieurs jours, on le répète et on le dit régulièrement ici, de nombreuses communes sont en proie à des violences urbaines. On se souvient qu'il y a eu des incidents assez graves avec des ados qui sont morts. Mais Trappes et son commissariat qui subissent de plein fouet le phénomène des émeutes à Bourgoin-Jallieu, rodéo à Lyon, à Castres, lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, des agents de police de la brigade de nuit ont été la cible d'individus qui leur ont jeté des objets. Enfin, tout ça est très habituel. Lors du Bagnolet, c'est une opération anti-stupéfiants. On a des auditeurs qui témoignent en disant mais il n'y a pas que dans les banlieues, c'est également dans nos territoires. La sécurité sera un thème fort de la campagne, ça on l'a bien compris, mais c'est peut-être justement ce que dénonçaient ces généraux en disant... Vous savez, Valérie... Oui, Patricia. Vous savez ce qui a desservi cette tribune, finalement? C'est que le Front National, le Rassemblement National, se soit tout de suite engagé dans cette brèche. Et en fait, en reprenant la tribune, Marine Le Pen et tous les gens du Rassemblement National, finalement, ont desservi cette action des généraux et ce qu'ils voulaient tout simplement dénoncer. Et là a été l'erreur. Et en fait, la tribune avait un sens en exprimant ce que beaucoup de Français pensent. Et le Rassemblement National a véritablement desservi ce que dénonçaient les généraux. Et c'est pour ça que c'est devenu une affaire politique. Alors derrière, évidemment, le Rassemblement National s'engage pour soutenir la tribune et il est normal qu'après, les membres du gouvernement s'insurgent contre la tribune et en fassent une affaire politique. Et ça, c'est dommage. Ouais. Et c'est l'effet raté de cette tribune. Ouais. Marion Maréchal ce matin disait « Je constate que cette tribune fait plus d'émoi dans le débat public et auprès des ministres que les émeutes que nous vivons depuis maintenant des semaines. C'est quand même assez surprenant. » Et Jérôme Fourquet, le politologue, lui, voyait dans le retour du débat sur l'insécurité une figure imposée des campagnes. C'est à chaque fois, on se souvient de Papivoise et autres, une récupération politique pour certains, mais aussi, il dit, on peut faire l'hypothèse qu'on a une situation qui, sur le terrain, est très alarmante, qui s'est fortement dégradée au cours des dernières années et même au cours des derniers mois. Donc, ne pas nier... Il y a deux choses, je crois. Il y a deux choses en ce moment qui se passent. Il faut pas le nier. D'abord, il y a les problèmes récurrents dans les banlieues, on les a jamais réglés. Je le disais, moi, j'ai travaillé longtemps en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis est toujours sous-dotée en termes de policiers par rapport à Paris, par exemple, ou le reste de l'Île-de-France, sous-dotée en
personnel d'éducation, sous-dotés en magistrats, sous-dotés, enfin on peut faire la multiplication et l'égalité territoriale. Et avec beaucoup d'aides aussi qui ont été mais l'égalité territoriale, elle n'est pas là, elle n'est toujours pas là malheureusement, et on n'a même pas rattrapé l'égalité territoriale. Donc ça c'est, on va dire quelque chose de récurrent, personne n'a réussi à le gérer correctement. Voilà, là il y a deux événements qui, à mon sens, se conjuguent dans ce qu'on voit au quotidien, et notamment les affrontements entre des bandes de jeunes et des policiers. 2 points. 1, le gouvernement semble avoir lancé une grande offensive contre le trafic de drogue dans les banlieues. Donc, c'est-à-dire qu'on va casser le business, et le couvre-feu participe à ça. Donc on va casser le business d'endroits qui est tenu par des petits caïds, des réseaux très forts. Je vous rappelle quand même, pour qu'on ait l'idée de quoi on s'affronte. On n'affronte pas simplement des gamins qui sont au pied d'une tour. Il y a un procès qui s'est ouvert il y a 1 mois en Italie sur un des plus grands clans mafieux italiens. On estime qu'ils sont impliqués à 80% dans le trafic de cannabis européen, 80%. On estime leur chiffre d'affaires à 74 milliards d'euros. C'est un des plus grands procès que l'Italie va traverser. Effectivement, c'est aussi ça qu'on a en face de nous quand on s'attaque à la problématique du trafic de drogue dans les banlieues, et des gens, des familles qui parfois n'ont que ça comme revenu et qui pourrissent la vie de tous ceux qui vivent à côté. Donc ça, c'est un vrai élément. Et on voit bien que là, ils sont pas très contents que la première chose se multiplie. Deuxième chose qui interagit là-dessus. On sait bien que pour que ça s'enflamme, il faut plusieurs éléments. C'est la crise du Covid, et une année, notamment avec des confinements. Croyez-moi, quand on est confiné dans une maison avec un jardin, comme moi ça m'a été, c'est mon cas, c'est beaucoup moins pénible que quand vous êtes dans un appartement surpeuplé, bien sûr. De Bondy ou de Bobigny. Et effectivement, là aussi, on a des soupapes qui n'existent plus. Donc ces 2 éléments, je pense, ont un rôle important. Et puis après, il y a tous les problèmes structurels, effectivement, où là, je pense qu'on est d'accord, les trafics, le fait qu'il y a eu des expériences sociales, il y a des problèmes d'éducation parfois, voilà. Mais vouloir la caricature. Mais la caricature ne mène à rien. Vous savez, c'est un peu... C'est quoi la caricature? C'est toi qui caricature la situation. Que c'est simple. Voilà, dire que c'est simple. Des victimes. Mais personne n'a dit que c'est simple. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître qu'il y a des émeutes en banlieue tous les soirs, dans des quartiers, qu'il y a des affrontements contre les forces de l'ordre qui sont inadmissibles? Oui, sauf que l'angine est une vraie maladie, la saignée n'est pas un vrai remède. Voilà. Mais on ne vous parle pas du remède. Le remède, il est compliqué. Le constat. Mais est-ce qu'il y a un constat? Une fois qu'on a fait le constat, bien sûr, je viens de le faire. Il faut faire quoi de plus? Je viens de vous le faire là, le constat. Donc je ne le cache pas derrière mon petit doigt. Simplement, je le dis. Si c'était aussi simple que ce qu'on laisse penser, on y serait déjà arrivé, parce qu'il y a quand même des gens qui on ont vous essayé demande de pas faire. La solution, on vous demande le constat. Je viens de vous le faire. Donc, il faut dire quoi? Donc vous êtes d'accord avec les militaires? Non, parce que la manière dont ils le voient est une caricature de la réalité. Voilà. Alors, Éric Verhaeghe. Non, mais déjà, je voudrais desserrer un peu la contrainte et dire que hier, je suis allé chercher ma fille au centre équestre de la Villette. Je suis rentré par le 93, il était 20h. Et il n'y avait pas de confinement et pas de couvre-feu à 20h hier dans le 93. Les stades de basket gratuits étaient complets, les stades de foot gratuits étaient complets, et tous les équipements sportifs sont utilisés normalement dans le 9-3. Donc la description de gamins enfermés dans des appartements surpeuplés ne correspond pas à la réalité, qui est que dans les quartiers où j'habite, et je m'en félicite, le confinement n'a pas vraiment eu lieu. Là-dessus, le sujet, Michel, on le sait très bien entendu qu'il y a un problème social, et bien entendu qu'il y a moins de services publics dans le 9-3 qu'ailleurs. Mais le problème n'est pas là. Le problème visé par la tribune, c'est celui de la résonance culturelle de ces phénomènes, et notamment la capacité du creuset républicain français à intégrer des populations nouvelles qui ont des croyances très différentes, des traditions, une culture très différente de celle des autochtones. Et aujourd'hui, ce que disent les militaires, c'est « nous ne fabriquons plus de creuset, nous ne sommes plus un creuset, nous sommes aujourd'hui dénudés face à l'arrivée de cultures que nous ne parvenons plus à intégrer ». Et ce constat-là, qui n'exclut pas qu'on tienne compte de paramètres sociaux, ce constat-là, il y a aujourd'hui une majorité de Français qui le fait. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Français exaspérés par le fait qu'on ne soit plus capable de dire « en France, la règle est celle-là et il faut l'appliquer si vous voulez rester sur le territoire national ». Et c'est un sujet de fond. Et les musulmans eux-mêmes qui font le choix de s'intégrer se disent « mais quel est notre intérêt à le faire si de toute façon vous encouragez les gens qui ne le font pas ?» Ouais.
Rafik, Smati. Je voudrais mettre le doigt sur ce qui est pour moi le nœud du problème. Quel est le rôle de l'État ? Pourquoi l'État a été inventé ? L'État a été inventé pour sortir de l'état de nature, c'est Hobbes. Pour sortir de l'état de nature, on a où régnait le désordre et l'insécurité par définition, on a décidé de s'organiser en société et ça prend la forme d'un État. Le rôle premier de l'État, c'est 1, d'assurer la sécurité des personnes qui composent cette entité et 2, d'assurer la sécurité de ses frontières. Or, sur ces deux aspects primaires, fondamentaux, nos compatriotes comprennent aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit sur la sécurité intérieure ou que ce soit sur la gestion des frontières. Et évidemment que les Français se posent des questions, et ils ont raison. Et nous payons aujourd'hui, en réalité, sur ces deux aspects-là, la conséquence de 30 ou 40 années de lâcheté politique. Comment pouvons-nous accepter aujourd'hui que le budget du ministère de la Justice soit inférieur à celui du ministère de la Culture ? Comment pouvons-nous accepter que les dépenses régaliennes, police, justice, défense nationale, représentent moins de 5% du produit intérieur brut, quand les dépenses sociales représentent plus de 1/3 de notre produit intérieur brut? Il y a des choix politiques qui ont été faits qui font que le régalien, ce qui est la raison d'être de l'État fondamentale, a été au fil du temps la variable d'ajustement de l'ensemble des politiques publiques, et on en arrive aujourd'hui à un schéma où nous sommes surfiscalisés, où nous sommes surendettés et où nous n'avons pas les moyens nécessaires pour assurer les missions premières qui sont la raison d'être de l'État. Eh bien, je crois que le Big Bang que les Français attendent aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est recentrer l'État sur ses missions les plus fondamentales, c'est-à-dire la sécurité, les frontières, la justice, et puis pour le reste, et notamment pour l'économie, foutre la paix aux Français, arrêter d'emmerder les Français, comme le disait si bien Georges Pompidou. On a des témoignages d'auditeurs qui vivent vers Stalingrad 1 en particulier, qui racontent l'état d'abandon dans lequel est ce quartier, avec des dealers, des fumeurs de crack, des hurlements dans la nuit où il n'y a aucune intervention, où il ne se passe rien. Il y a la question qui est posée aussi sur cette policière qui a été assassinée par un meurtrier qui était en situation illégale pendant 20 ans. Enfin, à qui on demande des comptes? J'ai habité, moi, à côté de Stalingrad, à la Goutte d'Or, il y a 30 ans. Il y a 30 ans d'ici. Avant que je n'ai plus les moyens de vivre à Paris, comme beaucoup de gens, et que je sois parti obligé de m'éloigner de la grande ville. La situation était déjà celle-là, c'était déjà celle du crack. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans ? Est-ce qu'on a donné plus de moyens à la police ? Est-ce qu'on a donné plus de moyens à la justice? Dans le 19e, on en a supprimé les postes. On a supprimé les postes. On en a rajouté. Alors demandez. Le problème, c'est qu'on ne met pas les policiers dans la rue. Allez demander. Pardon, Michel Pouzin. Allez demander aux policiers si leurs conditions de travail leur permettent de faire leur travail. En Seine-Saint-Denis, par exemple, je peux dire qu'il y a beaucoup de flics. Alors attendez, laissez-le terminer. Ouais. Alors, Patricia qui n'a pas parlé. Vous avez juste oublié un détail, vous venez de poser une question essentielle. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Mais je vais vous le dire, ce qui s'est passé en 30 ans. Une immigration avec des gens qui rentrent sur le territoire français avec une idéologie politique qui est l'islamisme, le djihadisme, et c'est ça ce qui s'est passé en plus. Ah non, à Stalingrad, c'est pas ce qui s'est passé, c'est la même chose il y a 30 ans. Bien sûr que si. Mais non, excusez-moi, moi j'étais il y a 30 ans, je vois aujourd'hui, c'est la même chose. Non, mais il y a 30 ans, on ne parlait pas de il y a 30 ans, il y avait peut-être... Attendez, laissez-moi finir. Oui, il y a 30 ans, on ne parlait pas d'islam politique. Ça n'existe pas. L'islamisme et le djihadisme, il y a 30 ans, n'existaient pas. Et c'est ce qui a accru les problèmes dans les banlieues et ce qui se passe en ce moment avec la violence aussi. Qui a assassiné une policière? C'est pas un petit trafiquant de drogue, c'est un djihadiste. Donc, vous écartez le vrai problème, quand même. Je réponds à une question sur Stalingrad, précisément. Et Stalingrad, le trafic de crack, excusez-moi, c'est pas une question de djihadisme ou d'islam. C'est une question de trafic de drogue violent. Là, c'était sur l'insécurité. Il y a les deux qui se mêlent. On est bien d'accord. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff, et nous, on se retrouve demain.